on va changer un petit peu d'univers. On a été pendant ces 2 jours très tech, très ingénieur oriented. Là, on va revenir vers les sciences molles un peu. On va aller s'échapper dans des choses un peu plus qui nous ramènent vers la sémantique. Euh, et donc, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Est-ce que là, ça marche? Ça marche. Donc, ce qui est intéressant dans cet univers très technologique, c'est de voir comment, malgré tout, il y a des interstices où la tradition peut se faufiler au niveau de l'innovation. Donc, on est le jeudi 2 octobre. Alors, jeudi, c'est quoi jeudi? Jeudi, c'est Jovis Dies. C'est le jour de Jovis. Alors, mais qui c'est ce Jovis? On ne le connaît pas. Et en fait, Jovis, il faut savoir, quand on a fait du latin, que c'est le génitif de Jupiter. Donc, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, le 2 octobre 2025, c'est le jour de Jupiter. C'est intéressant hein, par rapport à la sémantique du risque. Voilà. Et on va s'intéresser à Jupiter, mais on va s'intéresser aussi à son cousin grec, ou son ancêtre grec, qui est Zeus. Et Zeus, c'est le boss du game, hein. C'est le dieu des dieux, il est au sommet de l'Olympe, et il a plusieurs attributs, mais il y en a un qu'on connaît tous, qui est, c'est quoi l'attribut de Zeus? Alors, il faut réviser, c'est la foudre. Hein. Donc c'est la foudre. Donc il a la foudre. La foudre, c'est quand même un outil assez spécial, hein, parce que ça peut frapper à tout instant, à n'importe quel endroit. D'accord? Et donc pour l'homme, c'est intéressant parce que c'est un risque majeur. C'est vraiment quelque chose de dangereux. Alors, vous allez me dire, mais en quoi Zeus peut nous aider à comprendre la notion de risque? Alors moi, je représente Oratorem, qui est une société qui fait de la formation à la prise de parole en public. Et on a une méthodologie qui repose sur 3 idées et qu'on va travailler aujourd'hui. Donc la première, c'est que si on veut parler bien, il faut se servir des mots. Et si on se sert des mots, il faut comprendre ce qu'ils veulent dire. Et donc il faut revenir à l'étymologie des mots. C'est-à-dire aller chercher à la racine de ce qu'ils voulaient dire au début pour en révéler la puissance et pouvoir s'en servir. Ça, c'est la première des axes méthodologiques qu'on utilise. La deuxième, c'est qu'on se dit que le savoir des anciens, de l'Antiquité, des Grecs, des Latins et de ceux qui nous ont précédés, peut être utile pour éclairer les processus d'innovation d'aujourd'hui. Donc on fait un pas de côté, on va chercher des références ailleurs pour éclairer le présent. Et la troisième, c'est pour ça que je suis là devant vous, c'est qu'il faut s'entraîner. Si on veut bien parler, il faut prendre la parole, il faut prendre des risques, etc. Donc c'est intéressant de faire des keynotes, des choses comme ça. Et là, on va appliquer cette méthodologie à la sémantique du risque. C'est-à-dire qu'on va faire un voyage dans le temps et dans l'espace pour revenir d'où ça vient le mot risque et qu'est-ce que ça nous dit sur sa nature. Et après, on verra comment ça définit des champs stratégiques pour gérer le risque. Okay? Alors, de quoi parle-t-on? En Europe, vous avez à peu près le même mot qui se balade. Hein, donc, rischio en italien, risco en portugais, el riesgo en catalan, das Risiko en Allemagne, the risk, et puis chez nous, le risque. Okay? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, quand est-ce qu'il naît? Parce qu'il naît au moment où le concept naît. Hein. Il naît autour de la Méditerranée, hyper tardivement. Il apparaît au XIIe siècle. Et là, ça pose une question fondamentale, c'est mais il n'y avait pas de risque avant le XIIe siècle? Qu'est-ce qu'il y avait? Et donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé avant le XIIe siècle pour comprendre pourquoi le risque arrive si tardivement. Et il y en a un garçon qui n'est pas tout neuf, hein, je vous montre sa photo, qui s'appelle Sophocle, qui bossait 5 siècles avant Jésus-Christ. Imaginez, ça fait quelques annuités de retraite. Hein. Donc, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et ce garçon, il avait un job super, il écrivait des tragédies. Et donc, il y a une tragédie qu'il a écrite qui s'appelle Les Trachiniennes, et il fait dire à un de ses acteurs une phrase qui va être importante pour nous, c'est « Les dés de Zeus tombent toujours bien. Les dés de Zeus tombent toujours bien. » Dans cette phrase, si on analyse, il y a 2 choses intéressantes. La première, c'est que si elle tombe toujours bien, c'est que Zeus, il perd jamais. Hein. Il est meilleur que nous. Hein. Je ne sais pas si vous avez joué au dé, mais c'est difficile de perdre jamais. Hein.
Lui, il perd jamais. La deuxième, c'est qu'on suppose qu'il aime jouer au dé. On va creuser un petit peu ces deux pistes pour voir où elles nous amènent. Dieu ne perd jamais, pourquoi? Parce qu'il a une qualité qui est spécifique au Dieu que nous, êtres humains, on n'a pas, qui est une qualité géniale qui s'appelle l'omniscience. L'omniscience, c'est la capacité de tout savoir, tout. Passé, présent, futur. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis l'alpha et l'oméga. Du début à la fin, on comprend tout ce qui va se passer. D'accord? Ça veut dire que quand Zeus joue au dé, au moment où le dé va tomber, il voit déjà en avance sur quelle face il va tomber. Et ça, en latin, voir en avance, ça se dit pro-vidéo. Je vois avant. Et ça donne le don spécifique à Dieu de la providence. Et la providence, c'est un concept que vous allez voir qui va avoir une certaine pérennité dans l'assurance. Hein. Et donc là, ça vient de cette notion spécifique à Dieu dans la providence. Au passage, c'est la même étymologie que le mot provision. Hein, c'est pareil, providence, provision, c'est pareil, mais ça donne aussi une autre vertu, qui est une des 4 vertus cardinales, on n'a pas le temps de parler des vertus cardinales aujourd'hui, qui est la prudence. C'est la même étymologie. D'accord? Et la providence, ça a eu un certain succès, parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui existent toujours. Alors vous voyez la présence de Dieu, c'est pas Zeus, mais on sent qu'il n'est pas loin quand même. Hein. Il est par là, ça rayonne et tout, il y a un mot célèbre, etc. Et donc la providence est un concept qui intéresse beaucoup les assureurs. Alors, dans ce contexte de providence, puisque Zeus voit tout, on comprend bien que notre destin à nous, ce n'est pas nous qui le gérons. Hein. Et donc, c'est une prérogative des dieux. Donc, dans toutes les civilisations classiques, donc chez les Grecs, c'est la déesse Ananké, avec les 3 parcs qui gèrent nos vies. Vous savez, elles ont des trucs, elles coupent des fils à un moment donné, et puis toi, ça y est, on a coupé ton fil, c'est terminé pour toi, tu rentres à la maison, enfin, ou sous terre plutôt, et ta vie est finie. Donc ces gens-là, à un moment donné, entre eux, ils décident qu'est-ce qui est bien pour nous et ils gèrent notre destin. D'accord? Chez les latins, on a la même idée. Ananké devient necessitas, qui va donner chez nous la nécessité. Donc la nécessité, c'est quelque chose qui doit absolument arriver. On ne peut rien y faire. Ça va arriver. C'est comme ça. Hein? Et puis ça donne l'idée du fatum, qui va se traduire par nous par le destin. D'accord? Chez les musulmans, c'est la même idée, c'est mektoub. C'est écrit. Hein? Si Dieu veut. C'est écrit. Voilà. Et chez nous, c'est le destin. Dans ce schéma-là, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de place pour le risque. Il n'y a pas de risque, puisque c'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est royal au bar. Il s'occupe de tout et tout est écrit. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'humain, pour essayer de négocier quelque chose avec Dieu? Il a déjà fait tout le plan de route. Quoi. Alors, on peut quand même faire quelque chose, parce que vous connaissez l'être humain, il est malin, il essaye toujours de grappiller un peu. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait face au Dieu? Il se dit, ok, si tout est écrit, ça serait peut-être pas mal que j'essaye de savoir qu'est-ce qui est écrit pour moi à l'avance. Et donc, il va aller se tourner vers les oracles, vers les auspices. Donc, ce n'était pas pour rigoler qu'on faisait ça. Et ça permettait de se dire, tiens, si je consulte l'oracle, il va me dire qu'est-ce qui va se passer. Donc, je ne vais pas pouvoir changer ce qui va se passer, mais au moins, je serai prévenu. D'accord? Et un peu plus difficile, on se dit quand même, peut-être qu'on peut négocier avec Dieu. Qu'est-ce que je peux faire avec Dieu pour lui faire plaisir? Et là, on passe au cran au-dessus, c'est le sacrifice. Alors, c'est un mouton, une chèvre, des fois c'est votre propre fils, bon, en fonction de ce que vous demandez. Ce n'est pas forcément toujours le même prix. Hein. Et donc, vous pouvez vous attirer la clémence des dieux en faisant un sacrifice. Ok? Après, pendant la crise, il n'y a pas 36 solutions, soit on prie, et dans la prière, un bon truc pour négocier avec Dieu, c'est de lui faire une promesse. Alors attention, si vous faites une promesse pendant la crise, il faut la payer derrière. Hein. Donc vous avez là un bout d'un ex-voto, c'est le fait qu'une fois qu'on a fait une promesse dans la tempête, il faut il faut faire un tableau à l'église pour remercier la divinité. D'accord? Et donc, si on fait ça, peut-être qu'on peut échapper à la foudre de Zeus,
ou à la tempête de Neptune. Donc ça, c'était la première partie. Zeus ne perd jamais. Maintenant, on va regarder la deuxième partie, qui est l'idée que Zeus aime jouer aux dés. Alors Zeus, on a vu qu'il était grec. Donc un dieu grec, ça joue avec des dés qui s'appellent, les dés en grec s'appellent kubos. Bon, c'est des cubes, vous avez compris, ça ne nous intéresse pas trop. Par contre, son cousin Jupiter en latin, lui, il joue avec des dés qui s'appellent des aléas. Ah, ça commence à vous parler un peu plus dans l'assurance. Et donc, on n'est pas encore dans la notion de risque, mais les aléas, on s'en approche. Hein? Donc c'est intéressant, les aléas. Et ce qui est amusant, c'est que si Zeus aime jouer aux dés, ben l'homme, il aime bien faire comme les dieux, donc l'homme aussi, il aime jouer aux dés. Hein? Et l'homme, quand il joue aux dés, quand il lance les dés, il va regarder comment le dé chute pour savoir sur quelle face il va tomber. Et la chute en latin, ça se dit cadentia, du verbe cadere, je tombe, je chute. Hein? Et c'est l'étymologie du mot chance. Ça veut dire que ça chute pour le meilleur ou pour le pire. Et que donc au début, dans l'étymologie de la chance, ce n'est pas un terme forcément positif comme c'est devenu aujourd'hui chez nous. Hein? Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que la chance, on va titiller un peu, mais qu'est-ce que la chance doit au hasard? C'est une question philosophique, hein, mal armée. Jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Okay? Qu'est-ce que la chance doit au hasard? Alors c'est quoi le hasard? On sait qu'il fait bien les choses, mais c'est quoi au juste? Alors le hasard, ça vient d'un mot arabe qui est az-zar, et qui veut dire, je vous le donne en mille et mille, qui veut dire le jeu de dés. Donc, vous voyez que cette histoire de dés, ça nous mène là-bas. Alors, ça veut dire le jeu de dés parce que zar, ça désignait une forme de fleur, je crois, une fleur d'oranger, si ma mémoire est bonne. Et parce que quand on lançait les dés, que ça tombait sur la fleur, on gagnait. Et chez les Romains, quand on lançait, que ça tombait sur les as, on gagnait, on était plein aux as. L'as, c'était une monnaie en cuivre romaine. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on jetait les dés. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que zar, aujourd'hui, en arabe, ça veut dire la chance. Donc, vous voyez, d'un côté, on a les dés, de l'autre, on a la chance, donc on tourne autour quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que zar, la chance, s'oppose à mektoub, le destin. Donc là, on a un interstice qui se crée et qui va nous permettre de commencer à voir apparaître une notion qui est le libre arbitre, qui va anticiper le risque. Alors, on a mis un peu d'argent là, parce qu'on ne joue pas au dé pour se faire plaisir. On joue au dé pour gagner. Ce qui alimente l'envie de jouer, c'est l'appât du gain. D'accord? L'homme est prêt à risquer sa mise présente en espérant un gain futur, supérieur. Le gros lot, on va dire. Hein? Un gain futur plus gros. Donc, qu'est-ce qui se passe entre hasard et mektoub? Hasard, c'est le jeu, mektoub, c'est le destin. Ben, l'homme, en jouant, cherche à échapper à son destin. S'il gagne le gros lot, il va pouvoir changer sa vie. D'accord? Donc là, il sort. Et donc, pourquoi le jeu est excitant? Parce que le jeu est en permanence un défi au plan divin, au plan de Dieu. Donc, on sort du plan en espérant. Et donc là, il y a l'apparition du libre arbitre, de façon un peu addictive dans le cas du jeu, mais c'est quand même une tentative maladroite d'échapper au plan divin qui nous était imposé. Et donc, on voit là le libre arbitre qui commence à se glisser, à ouvrir un interstice. Et ce qui est amusant, c'est que même dans les systèmes monothéistes, où c'est la providence divine qui décide tout, même Dieu a intérêt au libre arbitre de l'homme. Pourquoi? Parce que si l'homme n'est pas du tout impliqué, il est responsable, et donc Dieu n'a rien à attendre de lui. Il a juste à suivre son destin comme un mouton. Alors, ce n'est pas très intéressant de Dieu. Ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer d'intégrer l'homme au plan divin. Donc il faut lui laisser des choses pour qu'il devienne responsable. Hein? Et donc, il faut que de temps en temps, il ait des options dans sa vie, des carrefours où il puisse choisir un peu. Et là, grâce au libre arbitre, il va pouvoir créer des occasions
d'améliorer son destin. Donc c'est intéressant parce qu'il devient un peu plus acteur. Et avec la permission divine, parce que c'est un business qui profite aux deux. Hein. Parce que je vais suivre le plan divin, mais j'ai choisi de le suivre. Voilà, gros débat métaphysique dans plein de religions. Et les Grecs ont un dieu spécifique pour désigner ces occasions. Et vous connaissez, donc qui s'appelle Kairos, et qui est un des 3 dieux du temps. Chez les Grecs, il y a trois dieux. Il y a Chronos, le dieu de la montre, 24 heures, des minutes, et à la fin, on meurt tous. Hein, Chronos, c'est sympa, mais à la fin, on y passe tous quand même. Hein. Bon. Il y a Aion, qui est le cycle les cycles de la nature, donc printemps, été, automne, hiver, etc. Les cycles qui recommencent tout le temps. Donc l'idée de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et il y a Kairos. Alors Kairos, il a des attributs très particuliers. Regardez, il a des ailettes aux pieds et des ailettes dans le dos. Il a une mèche sur le front, et derrière, il a un crâne chauve. C'est particulier quand même comme coupe de cheveux, quoi. C'est avant les footballeurs, hein. Mais on est bien avant les footballeurs. Je ne parlerai pas du PSG. Et puis, il a une balance qui tient en équilibre sur une lame de rasoir. C'est pas facile, hein. Essayez de le faire, vous allez voir. Il y a une balance qui tient en équilibre sur une lame de rasoir. Qu'est-ce que nous disent ces attributs? C'est assez intéressant. Les ailettes et les ailes suggèrent que Kairos, il va vite s'il veut. Hein. Ça se passe très vite. Quand il vient face à nous, qu'on le voit, on peut l'attraper par la mèche de cheveux. Dès qu'il nous tourne le dos, qu'il s'en va, il a le crâne rasé, on ne peut pas l'attraper. Donc il faut saisir l'occasion aux cheveux. Deuxième chose, sa balance, elle est sur le fil du rasoir. C'est de là que vient l'expression. Et donc ça peut se casser la gueule à tout instant. Bon. Et ça nous dit quoi? Ça veut dire que pour saisir l'occasion, il faut être hyper attentif et réactif, et que certains la voient et d'autres ne la voient pas. Et c'est là où Kairos est extraordinaire, parce que face à la fatalité de Chronos qui dit qu'on va tous mourir, Kairos, pendant qu'on est vivant, il nous dit, les gars, si vous voulez, vous pouvez, en prenant les fenêtres de tir, donc en étant très attentif en prenant les fenêtres de tir, vous pouvez améliorer votre destin. Hein? Donc Kairos, il incarne les possibilités offertes aux hommes à ceux qui passent à l'action. Hein? Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Que le Kairos, pour nous, aujourd'hui, c'est le moment de l'intuition, et c'est le moment de ce qu'on appelle la prise de risque. Hein? Kairos, globalement, est un dieu bienveillant comparé à Chronos. C'est-à-dire qu'il est là plutôt pour nous donner des opportunités. Et d'ailleurs, en latin, il va changer de nom. En plus, il va changer de sexe. Comme quoi, ça vient de loin. Hein. Il va changer de sexe. Ça devient une femme chez les latins. Ça devient la déesse Occasio. Donc, quand vous achetez une voiture d'occasion, en fait, chez IMA, là, c'est la déesse qu'il faut remercier. Occasio, elle est un peu comme Kairos, c'est-à-dire qu'elle a une longue mèche de cheveux devant. Derrière, elle est chauve. Elle a remplacé le système de motricité par un truc plus moderne. Elle est une sphère avec des ailettes, donc elle fait une espèce de surf comme ça sur l'eau, donc c'est pratique, quoi. Et puis elle a un voile qui est gonflé par un vent opportun. Alors c'est quoi un vent opportun? Un vent opportun, c'est un vent ob portum. C'est un vent qui me ramène de façon favorable au port. C'est un vent qui me ramène à bon port. Okay? Et sur cette voile gonflée d'un vent opportun, qu'est-ce qu'il y a écrit, vous qui êtes tous latinistes? Il y a marqué Faber est quisque, fortunae suae. Donc je ne vais pas vous faire l'offense de traduire, on ne sait jamais. Bon, j'ai mis un truc dessous. Chacun est l'architecte de sa propre fortune. Et là, c'est génial parce qu'on est en train de changer de paradigme. On n'est plus en train de subir son destin, on est en train de devenir l'architecte de sa propre fortune. Donc l'homme devient architecte de sa vie. Il peut donc échapper en tout ou partie à son destin et il commence à s'émanciper des dieux. Et il ne va jamais s'arrêter. Il ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va essayer de grappiller tout ce qu'il peut. Alors, au passage,
c'est important dans le contexte de se souvenir de ça. La déesse Ocasio, petit à petit, va se fusionner avec la déesse Fortuna, qui est la déesse de la chance chez les Romains. Hein. Et la Fortuna, elle a plus une sphère comme ça, elle a une roue à la place, qui donne la roue de fortune, hein, pour ceux qui jouent au tarot. Voilà. Et donc l'homme, lui, il va essayer de grappiller, donc il va progressivement empiéter sur les prérogatives de Dieu. Et il va faire ça en avançant sur deux jambes. Une, c'est le discours sur la raison, c'est pour ça que je vous ai mis Descartes, c'est-à-dire qu'il va utiliser sa connaissance et sa raison pour essayer de comprendre le monde. Et par exemple, dès le XIIe siècle, il y a un savant arabe andalou qui s'appelle Averroès, qui va dire ben, le hasard, c'est pas que du jeu de dés, c'est pas un truc. Et il va dire, j'écris un livre qui s'appelle La science de la chance. Donc il commence à théoriser sur qu'est-ce que c'est que le jeu de dés. Et on va dire que c'est le précurseur très 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 lointain des probabilités. Bon. On a Descartes qui nous permet de nous penser hommes à côté de Dieu. Et bien plus tard, on aura deux garçons sympathiques, Pascal et Pierre de Fermat, qui eux vont faire sortir le jeu de dés du champ du hasard. Ils vont le faire entrer dans le champ de la science mathématique et de la probabilité, ce qui fera plaisir à nos amis actuels. Hein. Donc là, on commence à rentrer dans la raison. La deuxième jambe, c'est évidemment la science. Et là, il y a plein de progrès scientifiques. J'en ai listé 3. Le premier, qui est la boussole, où on passe d'une orientation qui était une orientation spirituelle. Orientation, ça veut dire je me tourne vers l'Orient, donc vers la lumière de Dieu. D'accord ? Et en inventant la boussole, je me tourne vers le nord magnétique. Je dois bouger toutes mes cartes, d'ailleurs. Les cartes étaient orientées différemment. Hein. Elles étaient orientées vers l'Orient, elles passent à s'orienter vers le nord. Et donc, ça me permet de commencer à baliser le territoire. Deuxième chose qui va être fondamentale, c'est l'imprimerie, qui va amener, vous le savez, à Niort, le protestantisme, donc une relation de négociation avec Dieu différente du catholicisme. Et puis, un qui est amusant, qui est le paratonnerre, beaucoup plus tard, Benjamin Franklin. Alors, le paratonnerre, c'est amusant, pourquoi ? Parce que l'invention du paratonnerre change tout par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, au départ. Puisque la foudre n'est plus un attribut de la toute-puissance de Zeus, puisque je comprends que c'est un événement scientifique, que je peux expliquer, et avec le paratonnerre, je peux le dévier de son objectif initial. Donc Benjamin Franklin, il ne tue pas encore Dieu, mais il finit Zeus. Là, c'est terminé. Le pouvoir de Zeus est terminé. Vous voyez donc le gain potentiel important que l'homme a grappillé petit à petit dans cette démarche vis-à-vis de Dieu ou des dieux. Et donc, comme il a moins peur de Dieu et qu'il a un peu de libre arbitre, il va pouvoir commencer à appréhender le risque et à le nommer. Et là, on a 3 étymologies qui sont chacune discutables. Hein. Les linguistes se bataillent pour savoir laquelle est la bonne. Mais il y en a 3 qui sont intéressantes parce qu'elles nous disent chacune des choses différentes. La première, c'est les Grecs, et qui, eux, ont un terme qu'on retrouve en allemand qui s'appelle das Risiko, et ça vient d'un adjectif grec, où c'est rizikos, et qui vient de la racine rhiza, qui veut dire la racine. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que l'origine du risque, c'est la racine. Bon. De la racine, on va débouler sur un autre concept qui est l'idée de source, d'origine, et aussi l'idée de base. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on retient de ça ? C'est que le risque est donc à l'origine, à la racine des choses. Donc un conseil pour le monde assurantiel, il va falloir prendre le mal à la racine. Donc ça, c'est la piste grecque. On va passer chez les Arabes. Et eux, ça ressemble plus au terme anglais. Ils ont un truc qui s'appelle al-risk. Et al-risk, ça apparaît dans le Coran, donc 7e siècle à peu près. Et ça désigne la part, le capital, la part, la portion que Allah attribue à chaque être humain. Donc c'est le capital de départ qu'il offre à l'homme.
Okay, donc, c'est l'idée de Dieu y pourvoira. C'est-à-dire que déjà, vous naissez, vous avez un package avec des crédits, et tant que vous n'avez pas tout dépensé, ça va bien. Au passage, on retrouve l'idée de providence et de destin là-dedans. Mais il y a un plus moderniste, entre guillemets, c'est que si je me comporte bien en tant que croyant, je peux augmenter mon capital de départ. Et donc, j'ai une place pour le libre arbitre, un peu conditionné. Donc, si je suis un bon musulman, en l'occurrence, je peux augmenter mon capital. Donc, ce terme, il est intéressant parce qu'il est foncièrement positif. C'est un capital, il n'y a pas de dette. Et puis, je peux peut-être intervenir dessus. Okay. Troisième piste étymologique, la piste latine, qu'on retrouve chez les Italiens, les Portugais, les Espagnols. En latin médiéval, on parle d'un terme qui s'appelle risicum, et qui vient d'un verbe latin qui est reseco, resecare, qui donne le sécateur. Donc le sécateur, il fait quoi? Ben, le sécateur, il coupe, il taille, il rogne, ok? Et éventuellement, il supprime, il retranche. D'accord? Et donc risicum, ça devient, dans la légende nautique, ça devient ce qui coupe, ce qui fend la coque du navire. D'accord? Et donc, le récif, l'écueil. Et là, on a pour la première fois l'émergence d'une idée de risque négatif. Tout ce qu'on a vu avant, le risque, c'était plutôt positif, enfin, en tout cas, ça allait des deux côtés. Là, on est vraiment dans le négatif. Et ça vient nourrir un truc qu'on appelle le roman nautique, qui est un peu la légende de la naissance du capitalisme. Hein, c'est comment les gens ont commencé à partir faire du business sur les bateaux en prenant des risques, etc. etc. Et le premier défi du roman nautique, le premier risque, c'est de gérer l'écueil. Donc les marchands vénitiens et génois qui partent au XIIe siècle, au moment où se constitue la notion, gérer le risque, pour eux, ça veut dire éviter les récifs. Parce qu'on part en mer pour chercher la fortune, mais si on rencontre un récif, c'est une fortune de mer et on perd tout. D'accord? Donc le truc se perd et c'est ça qui va démarrer, stimuler les premiers processus d'assurance maritime. OK? Et le couple cartographie-boussole, là, va permettre des progressions constantes qui ne vont jamais s'arrêter jusqu'aux grandes découvertes et jusqu'à la circumnavigation de Magellan. Donc on va connaître le monde en entier. Au passage, la boussole magnétique, avec la boussole magnétique, l'homme n'est plus du tout guidé par Dieu. Deuxième gestion du risque dans le roman nautique, des garçons charmants, alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle, qu'on rencontre quand même beaucoup dans la Méditerranée médiévale, quand on fait du business avec des choses sympas sur son bateau. Ce n'est pas la flottille de Gaza, c'est les pirates. Alors, les pirates, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? C'est intéressant parce que l'étymologie de pirate, en fait, ça vient du grec perao, qui veut dire essayer, s'efforcer, tenter. Donc c'est quelque chose d'assez positif dans la prise de risque. Et le deuxième sens, c'est tenter la fortune dans les aventures. Alors il y a un troisième sens, évidemment, quand même, c'est à un moment donné, c'est brigandage. Hein. Bon, ok. Mais on constate quelque chose d'assez amusant, c'est que les marchands et les pirates sont tous deux des aventuriers qui n'ont pour seule boussole que le ROI, le retour on investment, hein, comme dans le jeu de dés. D'accord? Alors en synthèse, ça nous donne 6 familles qui vont définir des stratégies de risque différentes. Il y a une première famille qui est l'idée de providence dans le risque, le capital. Deuxième famille qui est plutôt autour du jeu, de la théorie des jeux, avec l'idée de chance, etc. Il y a une idée de kairos, d'opportunité. Il y a l'idée de racine. Et dans le roman nautique, on a un volume récif et un volume pirate. La question à laquelle on essaie de répondre avec ça, c'est la première stratégie. Ici, c'est pallier aux conséquences du risque. Qu'est-ce qu'on fait si le risque a lieu? D'accord? Là, dans le jeu de dés, c'est comment on évalue les chances de gain ou de perte en amont. Ici, c'est comment on sécurise la prise de risque. Sur la racine, c'est comment on anticipe les risques avant qu'ils émergent.
sur le roman nautique, c'est comment on évite les écueils, et ici, c'est comment on évite les conflits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir maintenant s'afficher des solutions assez pratiques qui correspondent à des métiers de gestion du risque aujourd'hui. Donc ici, on va avoir l'idée de caisse de providence, de notion de provision, d'idée d'assurance vie. Donc on prépare les choses. S'il y a un désastre, on est prêt à se substituer à la perte causée par le désastre. Ici, on va faire intervenir nos amis mathématiciens en probabilité, ça va donner le calcul actuariel. Ici, on est plus dans le capital risque, le leverage, donc on est plus dans la banque peut-être que dans l'assurance. Là-bas, on est sur une chose très très importante aujourd'hui, qui est l'idée de prévision, de prospective et de stratégie de prévention. D'accord ? Dans le roman nautique, c'est l'idée de cartographie des risques. Vous avez ici dans le salon plein de startups qui travaillent sur les nouveaux systèmes de cartographie des risques, quel que soit le risque. Et puis là, on a quelque chose qui revient malheureusement à la mode, qui est la géopolitique du risque. Bon, ce n'est pas la spécialité de Niort, mais il y a des gens comme la COFAS, par exemple, qui font ça, où on vous dit ben, ce n'est pas le même prix si vous assurez un bien qui va de Paris à Stockholm que de Paris à Moscou. Bon, pour des raisons un peu évidentes. En conclusion, ça ouvre 3 réflexion, pour moi, qui est la première, c'est que, avec cette idée de terra incognita, c'est qu'encore aujourd'hui, malgré toute notre connaissance, l'inconnu n'est pas assurable. Heidegger nous dit « aucune chose n'est ou manque le mot ». Tant que je n'ai pas pu définir quelque chose, je ne peux pas l'assurer puisque je ne sais même pas ce que c'est. Et de la même façon que le risque n'existait pas avant le XIIe siècle, nous, on est en train de découvrir des risques qui n'existaient pas avant-hier. Avec des nouveaux outils de diagnostic, on sait maintenant qu'on a des risques qu'on ne connaissait pas, les PFAS, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens, et demain, on en trouvera d'autres. Et tant qu'on ne les a pas trouvés, on ne peut pas les assurer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Et donc, cette idée-là devrait, à mon goût, remettre à la mode, ça existe déjà, hein, mais une idée qui est la notion de prospective, la nécessité de la prospective, c'est-à-dire de revenir un peu aux oracles qu'on a vus tout à l'heure, pour savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer demain, et qu'on ne sait pas encore. D'accord ? Et là, ça veut dire qu'il faut payer des gens, des scientifiques, mais aussi peut-être des scénaristes, des auteurs de fiction, pour imaginer le pire en avance. Et je ne sais pas si vous savez, mais la fiction a fait ça déjà bien, elle nous a aidés dans ça. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un peu l'IA d'aujourd'hui. Hein. C'est à un moment donné, l'ordinateur dit bah, c'est moi qui commande, donc tant pis pour toi. Donc ces gens-là, par leur travail de fiction ou de chamanisme, je ne sais pas ce qu'il faut dire, si c'est des oracles, doivent pouvoir nous aider à imaginer des scénarios catastrophes pour se préparer à ça. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de ne pas oublier la notion du fait que dans le risque, il y a quand même une appétence de l'homme pour cette idée qu'il y a un gain positif possible dans le risque. Et ce risque, et ça, c'est un comportement qui est dangereux, qui est un peu le syndrome du motard. Le motard, il sait que s'il va trop vite, il sait que s'il prend des risques, il peut se tuer. Mais il y va quand même, parce qu'il a un gain. Quel est le gain ? C'est l'adrénaline, le plaisir, je ne sais pas quoi. Donc il sait qu'il joue un peu avec la mort, mais il y va quand même. Donc ça pose des questions aux assurances. Hein. Donc gardez à l'esprit cette idée qu'il y a toujours cette tentation dans l'étymologie du risque positif, et notamment dans les comportements de santé, ça veut dire qu'il faut avoir des techniques de prévention intelligentes, notamment, par exemple, les fumeurs savent aujourd'hui que fumer, c'est dangereux pour la santé. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne le font pas. Et pourtant, ils le savent. Et derrière ça, il y a la notion que... Alors, avant ça, pardon, Freud nous dit un truc assez sympathique, assez rigolo. Ici, il dit que dans les jeux de la vie, la mise suprême, c'est la mort. Et il a raison, hein, c'est tentant, donc regardez les sports extrêmes, regardez les choses comme ça. C'est intéressant. Gardez à l'esprit aussi la persistance d'une dimension complètement irrationnelle face au risque. Les probabilités, les actuaires nous ont dit qu'il ne faut pas jouer parce que si on joue mathématiquement, on perd. Donc on sait que la pratique du jeu
est voué à la perte de mon capital en tant qu'individu du lambda. La statistique nous prouve ça. Et pourtant, le PMU et la Française des Jeux sont pleins à craquer. Donc c'est pas parce que... Ce que je veux dire, c'est une prévention rationnelle d'un risque n'est pas suffisante pour que la personne vous écoute. Donc ça, c'est une difficulté. Et la dernière conclusion, entre guillemets, c'est assez rigolo, c'est le retour des dieux. On a vu les dieux au départ, on a vu que Zeus était terminé, mais en fait, ils reviennent. Parce que là, on est dans une approche de plus en plus millénariste des événements, des problèmes, et on rentre dans une zone d'apocalypse. Et donc, dans l'apocalypse, je vous rappelle, il y a des feux gigantesques, il y a des déluges, il y a des inondations, il y a des épidémies, il y a la guerre. Alors nous, on a rajouté le réchauffement climatique, etc. Mais tout ça pour vous dire que dans ces cas-là, les gens commencent à plus faire confiance aux maires, à l'État, etc., pour les protéger, qui se retournent vers des divinités, alors je ne sais pas lesquelles aujourd'hui, mais qui commencent à dire mais c'est plus grand que nous, ça nous dépasse, donc on revient à des choses à caractère religieux. Mais il y a un deuxième retour des dieux qui est peut-être plus dangereux encore, c'est les faux dieux. Et dans les faux dieux, il y en a plusieurs, mais il y a l'idée que l'homme développe des technologies qui lui échappent. Et là, on est au cœur du sujet dans ce salon. Par exemple, l'algorithme. Il y a des milliers d'étudiants de Parcoursup dont le destin a changé parce que l'algorithme a décidé que, en fonction des notes qu'ils avaient eues au 4e trimestre et que le mec avait loupé le cours de sport, ben finalement, il ne pourra pas faire fac de droit, mais il va devoir faire fac de médecine. Et l'algorithme, et vous ne pouvez pas aller voir l'algorithme en lui disant « Monsieur, j'ai l'impression que vous êtes trompé ». On ne négocie pas avec l'algorithme, c'est comme Dieu. Donc peut-être, et je ne suis pas sûr qu'en faisant ni des oracles, ni des prières, ni des sacrifices, l'algorithme change son résultat. Donc on a une espèce de faux Dieu qui se met en place, l'algorithme. On en a un autre qui vient gros comme une maison, qui s'appelle l'intelligence artificielle, avec des choses paradoxales. J'étais jeudi à Paris, je discutais avec des profs d'école de commerce, ils disent maintenant, les gens ne suivent plus les cours, c'est-à-dire que c'est ChatGPT qui résume mon cours, et moi je suis moins bon que le téléphone portable de mes élèves. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de déifier des pratiques qui deviennent de nouveaux dieux. Bon. Et je conclurai ma conclusion, mais reste parce que c'est fini, avec l'apport de la physique quantique. C'est important pourtant. Une discussion des années 20-30 entre Einstein et Bohr, et Niels Bohr. Et Albert Einstein dit à Niels Bohr quelque chose qui va vous parler. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je suis convaincu que Dieu ne joue pas au dé. Et Niels Bohr lui répond, mais qui êtes-vous, Albert Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Merci de votre attention.